Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 2 de la saison 9 de The Walking Dead. Et je sais, j'ai une voix de canard, mais je suis enrhumée, donc ne vous moquez pas de moi s'il vous plaît, c'est déjà assez dur comme ça, j'ai la fièvre et tout. J'ai vraiment été conquise par ce premier épisode et je me disais, bon bah c'est le premier épisode, donc on peut un petit peu avoir une espèce d'effet où waouh, c'est génial et tout, parce que c'est le début, c'est un renouveau, etc. Au final, mes impressions se confirment avec ce deuxième épisode, à voir si ça va perdurer dans le temps. Il y a beaucoup de changements effectués cette saison qui me tiennent beaucoup à cœur, et notamment le fait qu'on retourne à l'essence, c'est-à-dire le comics de Kirkman. On essaye vraiment de respecter sa vision de l'univers The Walking Dead et notamment des personnages, parce qu'on bifurquait pas mal sur la saison 7 et la saison 8, notamment par rapport à la saison 7, par rapport à Negan, qui pour moi était très loin du Negan qu'on connaissait dans les comics. En saison 8, ça allait beaucoup mieux, notamment parce qu'Angela Kang avait écrit l'épisode dans lequel Negan raconte son passé, etc. Donc c'est vraiment la personne qui a su capter vraiment ce que Kirkman voulait faire. Et ça fait du bien parce que je suis fan du comics et il y a tellement de bonnes choses à prendre. Alors tout n'est pas forcément bon à prendre dans le comics, il y a pas mal de longueur ou ce genre de choses par moment. Néanmoins, au niveau des caractères, des personnages et tout, c'est quand même un exemple à suivre. Et là, notamment, on voit avec Michonne. Michonne ressemble maintenant au niveau caractère à la Michonne actuelle des comics. On a ce côté un petit peu avocate, avec le fait qu'elle fasse une espèce de plaidoyer pour la charte. Donc la charte, je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas compris. En fait, c'est mettre en place des règles communes pour toutes les communautés, que toutes soient les mêmes. Et surtout, ce qui évite évidemment toutes sortes de dictatures, toutes sortes de dérives. Et au moins, ça permet aussi à ce que chacun rende des comptes aux autres communautés. On a le passage avec Aaron qui se fait couper le bras, et à ce moment-là, j'avais jamais tilté qu'Aaron ressemblait à Rick dans le comics. Bon après, c'est vrai qu'il a une nouvelle coupe de cheveux depuis cette saison aussi. C'est vrai que à l'épisode d'avant, j'ai pas tilté parce qu'on le voit vite fait avec Jesus, c'est pas plus que ça. Et là, le fait de le voir avec le bras coupé, allongé comme ça, on fait mais un peu plus niveau coupe de cheveux, barbe et tout. Bah, il est beaucoup plus Rick comics que le Rick de la série en fait, et c'est juste flagrant. Le fait qu'il ait coupé le bras, bon, c'est voilà, c'est un easter egg par rapport aux comics, ça c'est pas, voilà, ça c'est certain. Mais le fait de le voir comme ça, mais même ça, en fait, ça m'a donné des frissons parce que je me suis dit, waouh, c'est vraiment la copie conforme en fait. C'est pas genre juste une adaptation où on essaye de faire en sorte que le personnage ressemble à celui des comics. Et là, c'est clairement le même, mais en vrai en fait. Et c'est assez fou et c'est vachement bien fait. Au niveau des plans, je les trouve beaucoup plus travaillés qu'avant. Et notamment, on a la scène de la bagarre sur le pont là qui est un peu filmée en hauteur. Après, on change un petit peu les plans et tout, ça donne un petit côté dynamique. J'ai pas mal aimé. On a la scène aussi avec Earl et Maggie, vraiment avec des gros plans. Vraiment, en plus, c'est sombre et tout ça. C'est pas mal fait. D'ailleurs, c'est un peu la même chose par rapport à Rick et Negan, voilà, c'est vraiment une confrontation. Là c'est avec Earl et Maggie, c'est plutôt dans l'empathie, c'est plutôt dans la compréhension et tout, et justement les plans font comprendre ça vraiment. On voit vraiment le face-à-face entre Rick et Negan, donc champ contre champ, mais par contre, avec Maggie et Earl, c'est plutôt deux côtés, c'est-à-dire des personnes qui essaient de se comprendre et tout, je trouve ça vachement intéressant. On a aussi le jeu de lumière avec Anne à la fin de l'épisode et tout, je trouvais que ça c'était assez intéressant. Il y a pas mal de choses vraiment subtiles, et ça manquait à The Walking Dead depuis quelques saisons. C'est un épisode où vraiment la tension est palpable, on la sent, on a l'impression même d'être là, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a des tensions entre les communautés, il y a des tensions parce qu'il y a les rôdeurs qui arrivent, les chuchoteurs, etc. On sent l'électricité dans l'air, on sait que ça va pas du tout et que ça va imploser tout d'un coup. Là, on n'est pas dans les questions existentielles de un tel, ça on s'en fiche totalement. Là, on est vraiment sur quelque chose de groupe, et c'est ça que j'aime avec Angela Kang, c'est qu'elle a compris qu'on en avait marre des petites histoires de personnages à gauche, à droite, voilà, tout le monde est séparé, etc. Ça, on en avait ras-le-bol des questions existentielles. Ce qu'elle fait, c'est vraiment reprendre ce qu'on aimait dans les premières saisons, c'est-à-dire ce groupe. D'ailleurs, même quand Daryl le dit, mais moi j'aimais bien cette époque et tout, mais c'est un petit peu le téléspectateur qui dit, moi j'aimais bien ce groupe, j'ai envie de le revoir. Et même si le monde s'est ouvert, qu'il y a plein d'autres personnes, on a toujours ce noyau sur lequel on se focalise, on a toujours ce groupe qu'on aime énormément, et on arrive quand même si bon, on va pas se mentir, les prétextes sont pas non plus assez fous. Bon voilà, il y a un pont qui est cassé, on le répare, bon c'est ça en lui-même, on s'en fiche un petit peu, peu importe le prétexte. Tout ce qu'on veut, c'est que ce groupe se retrouve. On a Carol qui conseille Rick, on a Daryl qui est aussi là et tout ça, et on adore ça. On voit même que Eugène et Rosita sont vraiment des piliers dans cette communauté parce qu'ils sont hyper importants. Eugène, c'est au niveau de tout ce qui est logistique. Rosita, ça va être par rapport aux rôdeurs, la gestion des rôdeurs, ce genre de choses. Donc chacun a son rôle à jouer, ils communiquent tous ensemble, et on revoit enfin tous les personnages interagir ensemble. À la colline, Maggie ne décolère pas, on sent qu'elle a été profondément traumatisée par ce qui s'est passé, donc évidemment on a déjà Negan qui lui a fait du mal, en plus on a Gregory, et donc Earl, c'est un petit peu le cas ambigu parce qu'elle sait très bien que c'est quelqu'un de bien, et en même temps il a quand même essayé de la tuer, donc se pose la question, va-t-elle le laisser sortir, et dans quelles conditions? Donc Michonne arrive à la colline pour justement plaider la faveur de cette fameuse charte qu'elle veut mettre en place, donc des règles communes pour toutes les communautés, mais elle sait très bien que les Saviors ont besoin de nourriture, et pour l'instant la colline ne fournit pas de nourriture alors qu'ils ont quand même un excédent de stock. Maggie n'en démord donc pas, elle veut rien donner, elle veut pas sortir Earl pour le moment. Michonne va donc discuter avec la personne qui semble plus à même de pouvoir convaincre Maggie, parce que même si Michonne et Maggie se connaissent depuis maintenant très longtemps,
apparemment la vie de Michonne n'est pas suffisant, et puis notamment par rapport à la rancœur aussi que Maggie a par rapport au fait que Negan n'ait pas été tué, je pense que ça joue aussi beaucoup là-dedans. Et donc elle va voir auprès de Jesus qui est toujours aussi indécis, il a pas envie de prendre de risques, ce genre de choses, alors que c'est très différent du personnage du comics qui a un fort caractère. Là c'est clairement le mec, il fait tapisserie quoi, c'est carpette totalement. Donc finalement, bon, au fur et à mesure, il va se dire qu'il faut quand même faire quelque chose, et notamment, chose très importante, c'est le fait, on en parlait déjà dans le dernier épisode, c'est le fait que Maggie était vue un petit peu comme un tyran, parce que tout simplement, elle gouverne toute seule, elle prend pas de conseils à droite à gauche, donc forcément quand on prend les décisions tout seul, on prend pas forcément les bonnes décisions, parce qu'on n'est pas conseillé, y a personne pour dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est là où est tout le problème. On apprend, et ça c'était intéressant, et justement vous m'aviez demandé pourquoi on voyait le petit panneau Commonwealth sur le moulin, et je vous avais dit que j'étais certaine que la colline troquait encore avec le Commonwealth, et apparemment c'est le cas puisque Georgie envoie des lettres à Maggie, et notamment des lettres pour l'inciter à venir au Commonwealth. Alors je suis un petit peu étonnée dans le sens où en général, dans le comics, Pamela Milton elle est plus intéressée par le statut qu'avaient les personnages avant l'apocalypse, sachant que Maggie, bon, était une femme de la ferme, voilà, elle avait pas un statut vraiment incroyable ou quoi que ce soit. C'est assez étonnant, donc on voit des différences au niveau des personnages, ça peut être très intéressant. En tout cas, ça confirme pour le moment, j'ai l'impression, ma théorie comme quoi Maggie va partir là-bas. Elle dit que pour l'instant, voilà, elle adhère pas trop à son idéologie, pas plus que ça, et que donc pour l'instant ça l'intéresse pas parce que le futur est affaire à la colline, mais il suffirait qu'il y ait un retournement de situation, quelque chose qui la bouleverse, et elle pourrait bien partir là-bas. Je pense qu'on nous a teasé le fait qu'elle partait effectivement au Commonwealth, je vois pas où est-ce qu'elle pourrait aller d'autre. Maggie va finalement pardonner à Earl après un discours qui était assez émouvant, et j'ai vraiment apprécié la raison pour laquelle elle le fait, et c'est assez troublant parce que bon, Scott Wilson, l'acteur qui jouait Herschel, est mort il y a pas longtemps, et du coup le fait qu'on reparle d'Herschel, c'est vrai que ça donne un petit peu les larmes aux yeux quoi, c'est vrai que ça nous pince un petit peu le cœur, le fait d'avoir une référence à lui, et j'ai trouvé ça touchant parce qu'effectivement elle se rappelle d'un homme qui était son père, qui était quelqu'un de bon mais qui faisait des erreurs, voilà, il était alcoolique, bon ça on le savait, ça c'était pas nouveau, et surtout le fait que cet homme a une seconde chance et qu'il a pu aider beaucoup de gens, et là c'est le cas de Earl qui a des capacités qui sont vraiment propres et que personne n'a d'autre pour le moment, qui peut vraiment sauver des vies, qui peut faire en sorte que tout le monde ait de la nourriture, que tout le monde soit armé, ce genre de choses. Donc en lui donnant une seconde chance, ça peut permettre de faire de grandes choses. Néanmoins, elle a déjà donné sa chance à Gregory en a fait n'importe quoi, et Negan, lui par contre, et c'est ça qui est très intéressant dans la discussion qu'il y a avec Michonne, et c'est très sous-entendu, c'est que Negan, lui par contre, n'a pas le droit à une seconde chance, c'est-à-dire il est foncièrement méchant, et non, lui c'est un cas à part, lui c'est l'exception qui confirme la règle, il n'a pas le droit à une seconde chance, et justement la discussion va dans le sens qui va décider que telle personne ou telle personne a droit à une seconde chance, et ça va être tout l'enjeu de cette charte qu'il va falloir vraiment bien écrire. Dans la forêt, on a Ezekiel et Carol qui roucoulent. Alors Carol, c'est un coup, oui, non, mais en fait, je me barre au sanctuaire et je m'éloigne un peu parce que tu m'as demandé en mariage. Alors du coup, je suis un peu flippée sur les bords. Puis après, j'ai envie d'essayer cette bague. Enfin, fait un peu le yo-yo. Elle est un peu spéciale, mais bon, j'aime bien. Elle mettre cette fameuse bague et tout, donc qui montre vraiment qu'elle tient énormément à Ezekiel et que même si des fois elle a un petit peu peur, elle revient toujours vers lui. On a Ezekiel qui nous fait des espèces d'envolées lyriques là, qui nous fait des poèmes ou je sais pas quoi. Il nous fait des phrases. Voilà, on dira bientôt il va nous sortir les violons, je sais pas trop. J'avoue que c'est un peu marrant sur un épisode ou deux, là ça fait un petit peu beaucoup de temps et j'avoue que je commence un petit peu à en avoir marre parce que dans le comics, voilà, il nous fait pas des trucs et des poèmes tous les 4 matins non plus, donc ça va un petit peu. Mais surtout, encore une fois, et je le redis, les personnages se rapprochent tellement que ça sent la mort d'Ezekiel prochainement. Bon, Carol, clairement pas, moi je vois pas du tout Carol mourir, ça c'est pas possible pour moi, pas du tout pour le moment. Mais par contre, Ezekiel, pour moi ça sent le roussi. J'ai vraiment envie de parier sur le fait qu'Ezekiel, on le verra un peu plus dans l'épisode juste avant ou l'épisode dans lequel il va mourir. Quand vous allez le voir tout d'un coup beaucoup plus, c'est sûr qu'il va mourir, ça c'est clair. J'ai bien aimé le fait que Carol donne le bâton à Henry, parce qu'Henry allait partir comme ça et tout, il avait oublié son bâton, et c'est un peu histoire de dire, n'oublie pas Morgan, c'est lui qui t'a formé, il a été là pour toi et tout, c'est pas parce que maintenant il est plus là en ce moment qu'il ne pense pas à toi et qu'il est pas à tes côtés. J'ai bien aimé le fait que même si les personnages ne sont pas là, on fait toujours en sorte de nous rappeler que quelque part ils font toujours partie de cet univers. Rick est un optimiste, et ça va parfois énerver ses collègues. Il est tellement optimiste qu'il y a même une flèche avec marqué le futur qui va en direction du pont, parce que le pont c'est le futur. Le pont ça va changer beaucoup de choses par rapport justement au lien entre les communautés et tout. C'est le futur et l'amélioration des choses. Dans cet épisode là on voit vraiment l'organisation de ces communautés et comment ils ont réussi maintenant à pas vraiment plus trop avoir peur des rôdeurs, on n'est pas à ce point là, mais à s'affranchir de cette menace, à s'affranchir même rapidement de cette menace en la détournant. Donc ils ont des moyens, c'est-à-dire créer du bruit à certains endroits pour rediriger les rôdeurs. Alors c'est vrai que dans le comics on est beaucoup plus habitué aux cavaliers qui
qui vont aller rediriger les hordes. Sauf que là, ils utilisent de la dynamite, des petits trucs, je sais pas quoi, on dirait une espèce de truc à la dynamo, je sais pas quoi ce que c'est, mais qui fait du bruit, voilà. On fait exploser de la dynamite à un endroit, donc ça va diriger les rôdeurs à cet endroit-là. Après, on fait un bruit à un autre endroit, comme ça les redirige. Et le problème, c'est qu'en fait, en redirigeant comme ça, si la troisième personne derrière, elle fait pas son boulot, et la horde, elle va aller tout droit. Sauf qu'au final, ça a pas l'air d'être aussi simple que ça. On apprend même que les hordes ont des noms pour pouvoir les distinguer des unes des autres. Donc on a Horace et on a Margaret. Voilà, je sais pas d'où les noms sortent, mais en tout cas, voilà, c'est un intérêt particulier. Donc il y a vraiment une grosse organisation qui est faite et qui est notamment mise en place par Rosita. Rosita a un très grand rôle à jouer par rapport à ça. Au niveau des rôles à jouer, on a également Enid qui maintenant va être la suppléante de Siddy, qui va pouvoir la remplacer. Alors son premier cas à traiter, c'est vraiment un gros problème parce que bon, après, désinfecter la blessure de Siddy, il faut quand même amputer un bras. Donc pour commencer en tant qu'interne, c'est quand même pas le meilleur des cas de figure, pas se mentir. Et là arrivent des tensions qu'on sentait déjà arriver depuis le dernier épisode. Donc comme je disais dans le dernier épisode, Justine pour moi c'était la mauvaise graine, c'est quelqu'un qui allait être extrêmement chiant, qui allait mettre un bazar pas possible. Et effectivement, c'est un réfractaire, lui il veut revenir à l'époque de Negan, etc. Donc il fait partie de ces rebelles. Donc forcément suivre les règles de Rick, c'est pas trop son délire, donc il va se passer la scène avec Henry. Alors j'ai bien aimé, lui il est tout petit et tout, et puis hop, il met un coup de bâton et puis le mec il tombe et tout. Même le mec qui rigole à quel point c'est ridicule, mais à quel point le mec il se tape la honte en fait. Ça va donc donner lieu à une première bagarre qui va être certainement la première d'une très longue suite. En fait, on allume clairement la mèche avant que tout pète. Donc première bagarre, on se retrouve donc avec Daryl et Justine, avec Aaron et Jed. Donc déjà on sait que Justine et Jed sont des personnes pas très sympas, mais bon de toute façon Justine va dégager par la suite, donc c'est plutôt un problème. Sauf que Jed va rester, et Jed en l'occurrence, c'est celui qui est responsable du fait que Aaron ait le bras écrasé par le tronc. Alors effectivement, par la suite il va aller l'aider, mais le mec il est quand même super à surveiller, il est super dangereux. On apprend qu'il y a eu 6 désertions en seulement un mois, donc déjà on apprend que ça fait un mois qu'il campe clairement dans la forêt, donc ça commence à faire un sacré bail. On parle de désertion parce qu'il y a ce fameux phénomène de rébellion au sanctuaire, donc en plus ce sont des saviors qui disparaissent, donc voilà, on essaie de dire CQFD, de toute façon ils sont barrés. Sauf que le problème, et c'est Alden qui va en parler, c'est que y en a, ils avaient vraiment pas d'intérêt de faire ça. Je veux dire, dans ces cas-là, même s'ils avaient déserté, ils seraient allés rejoindre leur famille, parce que par exemple il y en a un qui a un enfant. Donc il a aucune raison de ne pas retourner au sanctuaire, et même pourquoi pas même de partir. Donc ça n'a pas de sens, et donc c'est là où on peut pencher pour des disparitions, ce qui sera confirmé en fin d'épisode. On peut donc en conclure que toutes ces personnes ont été tuées, et certainement la nuit, parce qu'on a l'impression que ce genre de choses ça se passe la nuit, notamment c'est ce qu'on voyait dans le trailer, que Carol va à un moment donné inspecter avec son couteau et tout dans la forêt la nuit. On pourrait vraiment être tenté en disant qu'il s'agit des chuchoteurs, mais moi j'y crois pas du tout. Déjà parce que ce ne sont que des saviors qui disparaissent et qui probablement sont morts. Dans ces cas-là, ça voudrait dire que les chuchoteurs ont réussi à s'infiltrer dans les communautés, ou alors qu'elles sont approchées suffisamment près, ce qui me semble vraiment très très bizarre. Surtout qu'il faudrait observer pendant longtemps pour savoir qu'un tel est saviors, qu'un tel est ceci, cela. Moi je pense, et je reste sur ma théorie dont j'avais parlé dans ma vidéo sur l'analyse du trailer avec toutes les théories, et je vous invite à la regarder parce qu'effectivement il y a des choses sur lesquelles je me suis trompée, mais il y a des choses qui se confirment beaucoup, et je reste sur mon idée qu'il s'agit de saviors qui s'entretuent. Je pense que c'est Jed et sa bande, que le responsable de tout ceci c'est Jed et sa petite bande de saviors, donc ils seraient prêts à tuer même certains d'entre eux pour pouvoir mettre la zizanie entre les communautés et que tout le monde se méfie les unes des autres. C'est-à-dire que les saviors se diraient mais comment ça se fait qu'on disparaît, il y a que des saviors qui disparaissent, alors peut-être qu'on va les retrouver morts, ça c'est certain, je pense qu'il y aura quelque chose comme ça. On va se dire mais c'est bizarre parce que par exemple Justine il était en conflit avec Rick, Daryl et les autres, comme par hasard Daryl il va le frapper et puis Justine on le retrouve mort, c'est quand même bizarre, c'est-à-dire qu'ils veulent se débarrasser de nous, donc ça pourrait faire une guerre civile. Le principe justement c'est de faire une guerre civile pour pouvoir remettre le leadership de Negan, ou du moins de remettre les choses telles qu'elles étaient avant. Donc on a la fameuse scène d'attaque par les rôdeurs, celle-là on l'avait vue dans le trailer également, et donc on s'attend effectivement pas du tout à ce que Aaron se fasse écraser le bras. Alors c'est vachement bien fait, par contre je trouvais que c'était même trop bien fait, j'aurais pas voir ça, c'est dégueulasse. Enid va donc devoir couper le bras de Aaron. On voit que Daryl ça l'écœure, ça lui fait peur, ça le met vraiment en colère, mais dans une rage pas possible, donc justement il va frapper Justine par la suite. Mais en plus de ça, Aaron et Daryl étaient quelque temps avant en train de parler de bébé, donc oui, Aaron à quel point il était heureux d'être père, etc. Donc ça touche encore plus Daryl. Il y a le fait que Justine ait sciemment fait en sorte de ne pas sonner l'alarme pour mettre un bordel monstre, ça a mis en danger Aaron, mais pas seulement. Donc là c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que Daryl se contient énormément, c'est-à-dire qu'il les aime pas du tout, il les sent pas du tout, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas bien se passer. C'est-à-dire déjà il avait une méfiance de base par rapport à son expérience personnelle, mais en plus avec tout ce qui se passe, la méfiance est d'autant plus forte. Donc
Donc là en plus on a Justin qui n'a pas comme par hasard lancé l'alerte, donc forcément pour lui il l'a fait exprès. De toute façon c'est très clair qu'il l'a fait exprès, parce que de toute façon même quand Rick lui met un coup de pression, même Rick il est convaincu que le mec il a fait exprès de faire ça. Donc là il a mis tout le monde dans une situation très compliquée. J'ai un peu peur que le fait que Aaron ait le bras coupé, on le voit encore moins qu'avant. Justement Andrew Lincoln avait fait une interview il y a quelques années de cela en disant que couper le bras de Rick c'était compliqué parce que ça coûtait très cher à faire effacer en post-prod, donc qui pensait pas que ça se ferait. Donc si ça arrive à Aaron, on peut partir du principe que pour que ça coûte pas très cher, et bah tout simplement on va moins le voir à l'écran, déjà qu'on le voit pas beaucoup, bon voilà, c'est tombé quoi. On va revenir à une question, c'est pourquoi la Horde est-elle arrivée au dépôt? Alors oui, Rosita a fait l'explosion, oui, Jerry a fait le deuxième alarme, oui, Justin n'a pas fait la troisième alarme, est-ce que ça suffit vraiment pour que les rôdeurs aillent vers le dépôt? J'ai envie de dire, sur le moment, ça m'a pas semblé logique. Sauf qu'apparemment, les chuchoteurs sont déjà là. Alors effectivement, on n'est pas à l'abri d'erreurs au niveau de la direction des acteurs, etc. Parce que par exemple, il y a un moment où j'ai pensé qu'il y avait un chuchoteur, c'est à un moment donné où il y a des rondins de bois qui tombent, et on a des rôdeurs qui tombent naturellement, et il y en a un autre qui se baisse et qui plonge. Alors je me dis, c'est peut-être l'acteur qui en a trop fait. Il y a un autre passage où lorsque les rôdeurs sont redirigés, à un moment donné, donc on voit plusieurs rôdeurs, et puis on en voit un dont la tête est un peu cachée, comme ça, on voit pas trop. Au niveau du cou, on voit que le cou a l'air normal, un cou d'humain, et que devant, par contre, le visage a l'air en lambeaux, ce genre de choses. En plus, on a le focus dessus, et puis la musique s'intensifie pile poil à son passage, donc je me suis posé des questions. En fait, on devient vite parano, et donc à partir de là, si vous mettez au ralenti, vous allez trouver des choses assez étonnantes, et il y en a un, c'est certain que c'est un chuchoteur. Il n'y a même pas possibilité que ça ne le soit pas. C'est flippant comme pas possible, il y a quoi vraiment faire des cauchemars. Si on regarde la scène très vite, on passe à côté. Si on passe au ralenti, on peut même pas du tout passer à côté. C'est clairement la copie conforme des chuchoteurs dans le comics, c'est la même chose. C'est-à-dire ce décalage entre la peau de rôdeur et le visage, tout simplement. Le fait que ce soit pas vraiment aligné correctement, même le nez, on le voit pas trop parce que le masque, justement, va masquer un petit peu le nez. La personne en plus a des dents qui sont quand même assez saines, elles sont assez normales. À ce niveau-là, c'est très bizarre que normalement, s'il est complètement décomposé, d'avoir les dents toutes pourries, limite même plus de dents, enfin je sais pas, c'est très bizarre. Et surtout le regard de cette personne, les yeux sont pas du tout comme les autres rôdeurs où les yeux vont être vraiment très plissés, limite on les voit plus trop, enfin voilà, il y a vraiment l'aspect squelettique et tout, et là on voit vraiment les yeux vraiment normaux en fait, c'est très bizarre. Et surtout la personne regarde comme si elle était en train de jauger la situation, et pas du tout comme un rôdeur qui a l'instinct d'aller manger quelque chose, voilà, de se diriger vers le bruit ou de se diriger vers sa nourriture entre guillemets. Là c'est vraiment quelqu'un qui est dans une peau de rôdeur et qui est en train de jauger la situation. Alors par la suite, moi je l'ai pas vu se faire tuer parce qu'au final de dos tout le monde se ressemble. Ça c'est un peu le problème, donc dans le brouillon un petit peu de cette situation, on sait pas ce que ce rôdeur devient. Néanmoins on n'entend pas parler de mort ou quoi que ce soit par la suite, donc apparemment ça n'est pas arrivé. Ce qui voudrait donc dire que les chuchoteurs sont déjà là. Si vous ouvrez les yeux à partir de maintenant, vous allez voir des choses étonnantes, vous allez voir des chuchoteurs, et ça c'est juste génial, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas là-dessus, on ne fait pas du tout comprendre qui sont là, donc ça veut dire que les prochains événements qui vont arriver, notamment l'autre horde de rôdeurs qu'on a vu dans le trailer, ça va être encore une fois les chuchoteurs qui vont les amener jusqu'à eux, et ça je vous l'avais dit déjà dans mon analyse de trailer de la saison 9, je pense qu'il n'y a plus aucun doute possible, surtout que l'arrivée des chuchoteurs c'est quand même très problématique parce que Rick et Rosita en parlent à un moment donné des hordes de rôdeurs, il y en a une qui comporte une centaine de rôdeurs et une qui est 5 fois plus grande, quelque chose comme ça, du coup on se dit mais s'il y a des chuchoteurs dans l'eau qui amènent tout ça vers le camp de Rick et tout, ça va être un bazar pas possible, et là pour s'en sortir ça va être très chaud. Donc du coup le fait que Rick devait protéger tout le monde, ça va être très difficile pour lui, et justement ça peut créer un début de guerre civile. Alors on va passer sur un ton plus léger avec l'amourette de Gabriel et Jadis. Bon c'est très weird, c'est très bizarre, je sais pas, c'est la 5ème dimension. Bon à la limite on l'a pas vu venir, mais bon imaginons ils se plaisent et tout, parce qu'ils sont un petit peu atypiques tous les deux, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui les attire chez l'un chez l'autre, c'est qu'ils sont atypiques tous les deux. Et finalement le dessin que Jadis fait de cette femme, les détails que donne Gabriel, c'est une femme que Gabriel a connue, qui était membre de sa paroisse, et donc il dit l'avoir perdue. Alors s'il dit l'avoir perdue, ça veut pas dire forcément qu'elle est morte, ça veut dire qu'elle a certainement disparu, il a pu se passer pas mal de choses. Est-ce qu'elle fait partie des personnes qu'il a laissées à l'extérieur de l'église? Vous savez, quand il a fermé l'église et qu'il a laissé tout le monde mourir à l'extérieur, c'est probable. En tout cas, je ne démords pas, je pense que cette personne est vraiment Stéphanie, qui sait de toute façon, voilà, on ne sait pas grand chose de son background, mais de toute façon ça pourrait être très bien différent dans la série télé. Stéphanie qui vient du Commonwealth, donc cette personne, il la connaît, et cette personne se trouve au Commonwealth, et ce serait peut-être même cette personne
personne que jadis va rencontrer quand elle va retourner à la décharge, parce que oui, effectivement, elle voit la lumière de l'hélicoptère, donc le retour de l'hélicoptère, du mystère, on va enfin savoir, mais pour moi le mystère il est résolu, c'est le Commonwealth, c'est comme Georgie gagne Pamela Milton, ça on sait déjà, à ce niveau-là pour moi il n'y a plus trop de mystère, je peux très bien me tromper, mais ce serait bizarre de mettre encore une autre communauté, au bout d'un moment on en a déjà pas mal, faut faire déjà avec ce qu'on a, c'est déjà suffisant, donc ça c'est une intrigue qui va être quand même pas mal à surveiller. Enfin on va finir par la confrontation qu'on attendait depuis le début de la saison, on espérait peut-être le voir dans l'épisode dernier, mais on le voit dans cet épisode, c'est donc la confrontation entre Rick et Negan, Rick qui descend voir Negan, puisque effectivement ça n'est pas Carl qui le fait. Rick descend voir Negan tout simplement pour lui expliquer ce qu'il met en place, le fait que Negan avait totalement tort et que ce que veut mettre en place Rick, ça fonctionne. Il est optimiste et il sait que ça va marcher et il le montre chaque jour, il dépose un petit peu sa petite pierre pour lui montrer qu'un jour il aura réussi à faire ça et que s'il a réussi à faire tout ça, c'est tout simplement parce que lui, il a suivi sa méthode à lui et que la sienne est la bonne. Negan est toujours dans le même état d'esprit, même 18 mois après. D'ailleurs, on voit que l'emprisonnement, ça ne le brise pas du tout. Il fait vraiment très flippy. D'ailleurs, j'aime beaucoup le plan, justement, on voit Negan dans l'obscurité. Ça fait un petit peu la bête sournoise dans sa grotte. Voilà, elle nous fait peur, on le voit pas trop, mais il nous fait frémir avec sa voix qui est vraiment effrayante, qui est angoissante. Negan qui veut, auprès de Rick, montrer que lui, il a l'expérience de gérer une grosse communauté et que ça n'est pas aussi facile que Rick le pense, que c'est très dur et que justement, tout ce qu'il a fait est justifié. Donc pour l'instant, il change pas d'état d'esprit. D'ailleurs, Rick ne change pas d'état d'esprit parce qu'il dit de toute façon, tu vas croupir en tôle jusqu'à la fin de tes jours, comme ça c'est fait. Et Negan n'est tellement pas brisé du tout par l'emprisonnement qu'il garde toujours sa malice en disant tu ne sauves pas le monde, tu le prépares juste pour moi, pour mon retour. C'est-à-dire que Negan sait très bien que d'une manière ou d'une autre, il va réussir à sortir de là, et il sait que d'une manière ou d'une autre, Rick va forcément échouer. Se pose donc la question, qu'est-ce qui va le faire changer d'esprit? Est-ce que ça serait peut-être le départ ou la mort de Rick? À savoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 2, vos théories pour les prochaines, est-ce que vous êtes d'accord avec les miennes? Et n'hésitez pas à aller voir mon analyse sur le trailer de la saison 9 que j'avais fait il y a quelques mois. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!